Internet regorge de mystères sombres, mais aujourd'hui, la plupart des plus emblématiques sont connus de tous. Dans cette vidéo, je vais parler de 3 mystères peu connus, en espérant que l'un d'eux vous surprendra. D'un critique de Google Maps très inquiétant à une théorie du complot sur une fusillade de masse horrible, enquêtons ensemble. Si les mystères d'Internet et les contenus troublants vous intéressent, abonnez-vous et activez les notifications pour en voir plus. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez devenir membre Ko-fi ou membre de la chaîne pour accéder aux vidéos non coupées et à d'autres avantages. Ou vous pouvez me laisser un pourboire en cliquant sur le bouton « Merci » sous cette vidéo. Merci à toutes celles et ceux qui y penseront. Cette vidéo traite de sujets potentiellement dérangeants, dont la mort, les fusillades de masse et des comportements inappropriés. La discrétion est conseillée. Cliquez sur le lien en description pour devenir membre Ko-fi. Regardez une version longue et sans pub de cette vidéo, avec une entrée en plus non incluse dans le format court. Que vous cherchiez des itinéraires pour un road trip, des idées de lieux à explorer ou simplement éviter une intoxication alimentaire dans un restaurant inconnu. Google Maps a tout ce qu'il faut et les avis sont particulièrement utiles. Cependant, ils peuvent être très variés, allant de commentaires détaillés sur le service à des remarques cinglantes de clients mécontents, jusqu'à certains qui sont carrément bizarres, et rares sont ceux qui le sont autant que les avis d'un homme nommé Ricky Caldron. En consultant le profil Google Maps de Ricky, on constate qu'il a publié peu d'avis écrits, la plupart étant de simples notes ou photos. Une chose que vous remarquerez tout de suite, c'est que presque tous concernent différentes succursales de Hooters et Twin Peaks. Les deux sont appelés restaurants, où les serveuses portent des tenues assez révélatrices. En fait, il n'y a que 2 avis qui contiennent des mots, l'un datant d'il y a 2 mois et l'autre d'il y a 3 mois. Je vais les lire maintenant. Je suis allée à Twin Peaks Davie pour fêter mon anniversaire en avance et Madison s'est occupée de moi. Elle m'a fait me sentir la bienvenue et elle est vraiment douée pour jouer. Ouna. Si vous êtes à Davie un dimanche, venez à Toilette Publique et demandez Madison, la meilleure que Toilette Publique Davie puisse offrir. Vous ne serez pas déçus. Première visite chez Hooters Atlanta / à Cumberland, Géorgie, servie par Jazaria. Elle m'a fait me sentir chez moi et a vérifié que tout allait bien. 5 étoiles, voire 6. Si vous venez dans ce Hooters, demandez Jazaria, vous ne serez pas déçus. Donc, c'est un peu étrange que presque toutes les critiques de Ricky concernent Hooters ou Twin Peaks, mais peut-être qu'il aime simplement l'ambiance, non ? J'ai entendu parler d'un couple britannique il y a quelque temps qui s'était donné pour mission de visiter tous les pubs Wetherspoons d'Angleterre. Peut-être que Ricky a aussi une fille semblable. Rien qu'avec Hooters et Twin Peaks, ce qui est, il faut l'admettre, un peu plus étrange. La majorité de ces critiques portent sur des restaurants en Floride, laissant penser qu'il y habite, mais on en trouve aussi au Texas, en Virginie, en Caroline du Sud, en Illinois et en Géorgie. Donc, j'imagine que partout où il voyage, il tient à visiter un nouveau Hooters ou Twin Peaks. Bref, les choses deviennent beaucoup plus étranges quand on regarde les photos qu'il publie avec ses évaluations. Elles montrent toutes des femmes, mais souvent seulement une partie de leur visage. Ça peut aller du front seulement, aux yeux et au nez, mais très rarement le visage entier, y compris la bouche et le menton. Il y a quelques exceptions. Par exemple, la critique de Twin Peaks que j'ai lue, où Ricky mentionne avoir été pris en charge par Madison. Il a inclus une photo d'elle au bar posant avec une figurine de Yoshi. C'est juste une photo normale montrant son visage entier et son corps à partir de la taille. Mais c'est rare. Presque toutes les autres sont ces photos où on ne voit que la moitié de son visage. Même dans cette critique sur Madison, il y a 17 autres photos montrant la moitié du visage de différentes femmes. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que le reste des photos sont clairement retouchées avec Photoshop. Ce qu'on peut aussi dire pour la majorité des autres photos qu'il a partagées dans différentes critiques. Les arrière-plans semblent être des photos qu'il a sans doute prises dans des restaurants, mais pour les femmes,
Je ne sais pas s'il a lui-même pris des photos d'elle séparément, puis les a montées sur l'image de fond, ou s'il les a simplement trouvées en ligne. Toutes les photos ne montrent même pas de vraies femmes, certaines sont clairement générées numériquement. Elles me rappellent presque ces publicités IMVU qu'on voyait partout sur Internet il y a environ 15 ans. Les premières photos montraient toutes de vraies femmes, mais à un moment donné, Ricky a décidé de commencer à mélanger ces images factices troublantes. Toutes les critiques semblent contenir plusieurs photos avec un mélange de femmes réelles et générées numériquement. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, bon sang ? Ce mystère a été discuté plusieurs fois sur Reddit et les gens ont proposé différentes théories. L'une d'elles a été exposée dans un commentaire d'un utilisateur désormais supprimé qui disait « Ma théorie totalement non fondée est qu'il s'agit d'une sorte d'intelligence artificielle qui s'entraîne à insérer de façon convaincante de fausses personnes devant de vrais décors. » Pour gagner en visibilité sur Instagram pour la publicité, je pense que ces bots Reddit font pareil. Je ne comprends pas pourquoi ils ne montrent qu'une moitié de visage ou pourquoi ils publient ça. Cette dernière phrase, c'est justement ce qui n'a pas de sens dans cette théorie. Si au moins les photos montraient le visage entier des femmes, ça aurait peut-être du sens. Si ces photos avaient été publiées pour un restaurant moins connu, je pourrais soupçonner le propriétaire de vouloir augmenter les notes. Mais là, il s'agit de plusieurs succursales différentes de Hooters et Twin Peaks, donc ça ne tient vraiment pas la route. Si c'était un robot qui s'entraînait lui-même, comme le demande la personne dans le commentaire, pourquoi publie-t-il réellement ces photos ? Quelqu'un d'autre a tenté de répondre à cette question et a laissé ce commentaire. D'accord, examinons plus en détail. Il semble être autour de Miami et dans d'autres parties de la Floride, mais il est déjà allé à Chicago, maintenant. Fait intéressant, il a critiqué un Hooters en Floride. Mais il a publié la photo de la femme à moitié visible et dit « La prochaine fois que je reviens ». Le Chai Town est un surnom pour Chicago. J'ai découvert cela avec Goose Island Beer, c'est l'heure du chai. Ce programme automatisé de bots ne fait que des avis 5 étoiles et il ne va que chez Hooters et Twin Peaks. Seules exceptions, un salon de coiffure, une épicerie, un McDonald's et quelques autres. La plupart de ces endroits sont ce que les gens appellent des restaurants. Je ne suis allée qu'au Tilted Kilt pour une fête de remise de diplôme. Maintenant, la raison pour laquelle il ne publie que des demi-visages est révélée dans une seule photo. On voit le demi-visage en haut et un menu dessous. Il s'agit de photographier des menus et d'ajouter le visage d'une jolie fille dans la boutique. La plupart du temps, pourtant ça échoue, je crois que ça n'a vraiment marché qu'une seule fois. Sur chaque image, la critiqueuse est censée être la personne sur la photo, mais elles sont toutes différentes. Je pense que le texte de ces critiques est aussi généré par une intelligence artificielle et ça se voit. Les recommandations dans les avis de restaurants sont un peu à côté de la plaque. L'ironie ici réside dans l'usage des emojis, du gras et de l'italique. Et le fait qu'ils aient mis les photos dans un autre commentaire m'a presque fait me demander si ce commentaire avait vraiment été écrit par une intelligence artificielle. Qui sait ? Quoi qu'il en soit, les 3 photos qu'ils ont partagées montraient chacune un menu et le front d'une femme au-dessus. Mais en fait, 2 des 3 photos ont vraiment l'air réelles selon moi, pas générées par une intelligence artificielle. La femme sur l'autre photo paraît avoir été ajoutée, mais le menu semble authentique. Bon, je suis loin d'être une experte en intelligence artificielle et je me suis déjà fait avoir plusieurs fois. Mais l'une de ces photos date de janvier 2021, il y a presque 4 ans, et je ne pense pas que les images générées par l'intelligence artificielle étaient assez convaincantes à cette époque pour tromper les gens, même moi, en leur faisant croire qu'elles étaient réelles. Il y a aussi quelques photos où l'on voit le pouce de Ricky sur le menu, ce qui suggère qu'elles ont été prises par une vraie personne. Il y avait un autre post sur Reddit à ce sujet où une utilisatrice avait une théorie totalement différente. Citation, je ne sais pas si ça aide, mais il y a quelques années, j'ai commencé à laisser des avis sur plein de restaurants, etc. Près de chez moi, par ennui. Peu de temps après, l'une de mes critiques, qui comprenait quelques photos, est devenue assez populaire sur Google Maps. J'ai été contactée presque aussitôt par quelqu'un prêt à me payer pour rédiger de faux avis sur des lieux inconnus et y inclure des photos qu'il fournirait. Ils m'ont directement envoyé un message, ce qui m'a paru étrange, car j'ignorais comment ils avaient eu mon numéro. Ils ont mentionné mon avis populaire et mes photos, preuve qu'ils avaient vu mes avis de guide local.
J'ai rapidement refusé l'offre et ils m'ont laissé les coordonnées de l'entreprise pour laquelle ils travaillaient au cas où je changerais d'avis. Je ne sais pas si cette personne essaie d'augmenter ses vues en ajoutant ses photos étranges dans le but de vendre de futurs avis ou si elle a payé pour publier des photos fournies par quelqu'un d'autre. Mais je me suis dit que j'allais quand même lancer l'idée. S'ils n'ont pas encore été contactés par une entreprise similaire, il y a de fortes chances que ce soit le cas maintenant avec toutes les vues qu'ils reçoivent. C'est une théorie assez intéressante. Je ne savais même pas qu'on pouvait être payé pour poster des avis Google, mais j'imagine que ça a du sens. Ricky pourrait essayer de gagner un peu d'argent avec ça, ou même d'essayer de monter en grade, monter de niveau de guide juste pour le principe. Les niveaux de guide ne m'intéressent pas. Je dois avouer que je le fais surtout pour des endroits vraiment excellents ou mauvais, mais j'aime écrire des avis sur les restaurants, hôtels, etc. Peut-être que Ricky est pareil. Ce qui me fait penser qu'il y a autre chose, c'est que presque tous ces avis portent sur Hooters ou Twin Peaks. Et bien sûr, la nature étrange des photos qu'il publie. Ce n'est pas juste une photo par restaurant, mais parfois jusqu'à 20 dans une critique montrant à chaque fois la moitié du visage d'une femme différente. Publier de nombreuses photos peut juste viser à gagner des points et monter de niveau comme guide. Mais pourquoi ne commenter que ces restaurants en particulier ? Il aurait sûrement pris la peine de laisser un avis partout où il allait. Café, épicerie, centres commerciaux, pas seulement ces endroits précis. Un type de restaurant qui est justement connu pour ses jeunes serveuses attirantes, habillées de façon très légère. Il doit sûrement y avoir plus que ça. Quand je suis tombée là-dessus pour la première fois, une seule explication m'est venue à l'esprit, c'est un fétiche. Un fétiche assez obscur, mais un fétiche quand même. En 5 ans et demi, à couvrir du contenu dérangeant sur YouTube, c'est vraiment ce que j'ai retenu. Quand tu vois quelque chose de bizarre et répétitif en ligne, sans aucun signe que ce soit un jeu de réalité alternée, surtout quand ça met en scène des femmes ou des enfants et que c'est publié par un homme, il y a toujours de bonnes chances qu'il y ait une explication inappropriée derrière. Maintenant, je ne sais pas si Ricky a spécifiquement un faible pour la partie supérieure du visage des femmes ou si c'est un peu moins évident. Sans jeu de mots, je ne vais pas décrire clairement ce à quoi je pense. Mais il y a peut-être une raison pour laquelle on ne voit pas la bouche des femmes, en particulier sur les photos. Je suis sûre que tu vois où je veux en venir. Ça me paraît assez évident que c'est ce qui se passe ici. Je ne vois pas d'autres théories qui expliquent chaque aspect de tout ça. Ces femmes n'ont probablement pas consenti à faire partie du contenu à visée inappropriée de Ricky et imaginent être l'une d'elles. Tomber par hasard sur une photo de soi et savoir exactement à quoi elle sert, c'est franchement très glauque. Surtout en sachant que tu as fait l'effort de vraiment t'éditer dans une autre photo. Quelques personnes en ligne sont même allées jusqu'à suggérer que Ricky pourrait faire de la publicité pour ces femmes comme potentielles victimes d'enlèvement et de trafic ou qu'il pourrait lui-même s'en charger. Je n'ai rien vu de concret qui l'indique vraiment. Et ce serait vraiment stupide de sa part de publier les photos de ses victimes en ligne, ce serait pratiquement demander à se faire arrêter. Je ne serais pas surprise si cette histoire allait un peu plus loin que lui, juste prendre des photos et les publier sur Google Maps. Dans l'une des critiques écrites qu'il a partagées, il précise le jour où la serveuse travaille, mais ce serait vraiment exagéré de se demander s'il apprend leurs horaires d'une manière un peu malsaine. Le problème avec ce contenu, c'est que ce n'est pas comme un reportage, ça n'apporterait rien de bon. Même si les motivations de Ricky semblent assez claires, les photos en elles-mêmes ne sont pas inappropriées et en principe ne violent aucune règle. C'est quand même préoccupant qu'il publie cela aussi ouvertement et ça me fait me demander ce qu'il fait d'autre en privé. Si jamais vous travaillez dans l'un des restaurants que Ricky a évalués ou dans n'importe quel restaurant de ce type, restez vigilante et signalez tout comportement qui vous met mal à l'aise. Ricky ne sera pas la seule personne à fréquenter ce genre d'endroit avec des intentions potentiellement malveillantes. Le 1er octobre 2025, une femme sur TikTok du nom de Little House Big Alaska, que nous appellerons simplement Alaska, a mis en ligne une vidéo montrant un morceau de roche qu'elle affirme posséder. Son fils avait volé ce morceau dans les pyramides d'Égypte et l'avait ramené chez eux en Alaska.
Il s'y était rendu en février 2024. À son retour, quand il lui a montré la pierre, elle lui a tout de suite dit de la renvoyer parce qu'elle ne leur appartient pas. Évidemment, elle était consciente du fait que voler une partie des pyramides est très illégal. Mais elle semblait aussi avoir un mauvais pressentiment à ce sujet dès le début. Peut-être avait-elle aussi raison. Le fils d'Alaska n'est pas le premier et il ne sera probablement pas le dernier à voler dans les pyramides. Et je pense qu'il va sans dire que c'est vraiment une chose dégueulasse à faire. Et oui, je me rends compte de l'ironie venant d'une Britannique en disant cela. Quoi qu'il en soit, la pyramide de Gizeh est en fait la seule des 7 merveilles du monde antique à exister encore aujourd'hui. Son importance culturelle et historique ne peut pas être exagérée, donc elle doit absolument être respectée et protégée. Avoir un souvenir sympa ne vaut pas la peine de détruire un monument aussi important. De toute façon, comme je l'ai dit, d'autres en ont malheureusement déjà volé des parties auparavant. En 2009, l'artiste britannique Andy Holden a tricoté une réplique d'un rocher qu'il avait volé aux pyramides des années auparavant et qui a ensuite été utilisé comme exposition à la Tate Britain à Londres. Il n'avait que 12 ans quand il l'a volé, donc je suppose qu'on peut lui pardonner un peu. Quand il a accompagné son père lors d'un voyage d'affaires en Égypte, dans une interview, il a déclaré, je cite, « Quand nous sommes arrivés aux pyramides, sans réfléchir, j'ai cassé un morceau de pierre sur le côté de la grande pyramide de Gizeh. Je suis rentré et je l'ai posé sur une étagère de ma chambre à côté d'autres souvenirs d'enfance. Quand mes parents l'ont découvert, ils étaient furieux et c'est devenu pour moi un objet de grande culpabilité. Je n'en ai parlé à personne, mais cela me hantait depuis des années. Alors j'ai voulu me libérer de cette culpabilité en retournant en Égypte et en le remettant à sa place d'origine. Andy a fait exactement cela. En 2008, il a décidé de réaliser un film intitulé « Le retour du morceau de la pyramide » qui montrait son voyage de retour en Égypte. Et surtout, son ascension de la pyramide, pour remettre la pierre à son emplacement d'origine. Évidemment, ce n'est pas bien qu'il l'ait volée au départ, mais au moins, une fois adulte, il a fait de son mieux pour rectifier son erreur. Heureusement pour lui, il ne semble pas qu'il ait jamais eu à faire face à des conséquences juridiques à cause de cela. En 2015, 3 Allemands et 6 Égyptiens ont été condamnés à 5 ans de prison pour avoir volé des fragments d'un ancien parchemin ainsi que des échantillons de roches provenant des pyramides. Et en 2018, le Parlement égyptien débattait d'une législation visant à augmenter les peines, pouvant aller jusqu'à la prison à vie, pour ceux reconnus coupables de fouilles illégales, de vol, de dégradation ou de contrebande d'artefacts anciens. Donc, le fils d'Alaska a aussi eu de la chance de ne pas avoir été arrêté, mais peut-être qu'il a payé le prix d'une autre manière. Dans sa vidéo TikTok, Alaska a dit que depuis que son fils a ramené la pierre, leur famille n'a eu que de la malchance, comme s'ils étaient maudits, et que des choses terribles se sont produites. Elle ne donne pas trop de détails, mais elle mentionne qu'il y a eu des hospitalisations pour cancer et des décès, 3 décès dans sa famille proche, comme elle l'a précisé plus tard dans un commentaire. Elle a rapidement fait le lien avec la pierre car les circonstances ont soudainement changé après qu'il l'a ramenée. Et maintenant, elle est convaincue que c'est ça qui provoque toutes ces choses horribles. À chaque incident, elle demandait à son fils de jeter la pierre, mais il riait et lui disait qu'elle était folle. Jusqu'en mars 2025, quand il est décédé, je ne pense pas qu'Alaska ait révélé la cause de sa mort. Elle a dit qu'elle gérait ça hors de TikTok, donc elle pourrait ne jamais donner plus de détails. Mais elle semble certainement croire que la pierre a quelque chose à voir avec ça. Et maintenant, elle est déterminée à la rendre. Il n'avait que 32 ans, donc, quelle qu'en soit la cause, c'était vraisemblablement inattendu et pas d'origine naturelle. Il a fallu un certain temps à Alaska pour récupérer la pierre, car elle était restée chez un autre membre de la famille qui, apparemment, ne voulait pas la lui rendre. Mais dans cette vidéo, on peut voir Alaska l'emballer pour la renvoyer au musée du Caire en Égypte. Elle a précisé dans la vidéo suivante avoir joint une carte d'excuses pour qu'il sache que la pierre était renvoyée. Avec amour et excuse. De nombreux commentateurs pensaient aussi que la pierre était liée à toute cette malchance. Alaska et sa famille avaient vécu cela. C'était une sorte de malédiction. Une personne a même dit que lorsqu'elle était allée en Égypte, on lui avait spécifiquement dit de ne pas prendre de pierre autour des pyramides, car cela apporterait la mort sur sa famille.
Je ne sais pas si c'est vraiment une croyance répandue en Égypte, mais c'est un peu étrange s'ils disent la vérité. Certains ont prévenu Alaska que renvoyer la pierre par la poste ne suffirait peut-être pas à lever la malédiction. Elle devrait la rapporter elle-même et la remettre exactement à l'endroit où elle a été prise. Je ne sais toujours pas si c'est une vraie légende locale, une règle liée à ce type de prétendue malédiction ou autre chose. De toute façon, il serait presque impossible pour Alaska de la remettre exactement au même endroit puisqu'elle n'était pas celle qui l'avait volée au départ. Le conseil est de toute façon arrivé trop tard puisqu'elle a révélé avoir filmé la vidéo 3 mois avant sa publication. Elle l'avait juste laissée dans ses brouillons, donc quand elle l'a partagée, la pierre était déjà remise en place. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 10 jours après la vidéo originale d'Alaska, 3 mois et 1 semaine après avoir rendu le caillou, elle a publié une autre vidéo disant que le caillou est de nouveau en sa possession. En fait, il est bien arrivé en Égypte le 8 juillet, mais personne ne l'a jamais réclamé. Certaines spectatrices ont trouvé cela effrayant et lié à la malédiction. Que la pierre soit revenue vers elle pour s'assurer que sa série de malchance continue. En réalité, cependant, mes recherches m'indiquent que vous ne pouvez pas simplement envoyer des objets à ce musée. Si vous avez un artefact à donner, ou dans ce cas à restituer, vous devez en fait contacter le musée et suivre la procédure de donation. Donc, ce n'est vraiment pas si étrange que personne n'ait réclamé le colis et qu'il ait été renvoyé en Alaska. Les TikTok suivants d'Alaska montraient surtout seulement elle. Elle disait qu'elle essayait de trouver à quelle adresse elle pouvait l'envoyer et aussi qu'elle essaierait d'entrer en contact avec quelqu'un d'abord. Donc, ils s'y attendent et vont le récupérer cette fois-ci. La dernière mise à jour remonte à 2 jours, au moment où j'écris ce script. Alaska a déclaré qu'elle comptait maintenant partir en Égypte avec son mari pour rendre eux-mêmes la pierre. On dirait qu'elle a pris au sérieux les nombreux commentaires qui lui ont suggéré cela. J'imagine qu'elle ne voulait pas risquer que la pierre soit renvoyée en l'envoyant simplement par la poste. Et voilà où en est l'histoire pour l'instant. Je te recommande de suivre Alaska sur TikTok si tu veux voir comment ça se termine. Donc le mystère est de savoir si cette pierre l'a vraiment maudite. Si tu regardes ma chaîne depuis un moment, tu sais probablement que je ne crois pas personnellement aux malédictions, ni à quoi que ce soit de paranormal d'ailleurs. Donc bien sûr, je ne crois pas que la pierre soit maudite, ni que les événements tragiques qu'Alaska a vécus aient quoi que ce soit à voir avec la pierre. C'est très probablement juste une série de coïncidences vraiment malheureuses. Mais j'ai vraiment de la peine pour elle, parce qu'elle pense clairement qu'il est au moins possible que la pierre soit responsable. Elle a aussi reconnu que cela pouvait être une coïncidence, mais elle semble plus convaincue qu'il y a quelque chose de surnaturel en jeu et cela doit être terrifiant. Je n'imagine pas toutes les émotions qu'elle a dû ressentir depuis que son fils a rapporté la pierre. Elle a toujours pensé que cela pouvait causer leur malchance. Et quand elle lui a dit de s'en débarrasser, il a ri et l'a traitée de folle. Donc, elle a probablement été vraiment frustrée contre lui pendant longtemps, puis il est mort. Ce qui aurait accru son chagrin et peut-être sa culpabilité, car elle n'a pas pu le convaincre d'abandonner la pierre avant que cela n'arrive. J'espère qu'elle trouve du réconfort en sachant qu'elle a fait de son mieux. Et de toute façon, il est probable que la pierre n'avait rien à voir avec tout ce qui s'est passé. Au-delà de la peur qu'elle soit maudite, il semble aussi qu'elle tienne vraiment à la remettre à sa place. Et j'espère vraiment qu'elle pourra le faire et tourner la page sur tout ce qui s'est passé. Le 27 septembre 2006, lors d'un match de volley-ball féminin dans un lycée du Dakota du Sud, il y a eu une fusillade encore plus meurtrière que celle de Columbine, connue sous le nom d'incident du volley-ball de 2006. 24 personnes sont mortes. Et quelqu'un a même filmé la scène, bien que seules quelques captures d'écran de cette vidéo soient aujourd'hui accessibles au public. Cela aurait évidemment fait la une des journaux à l'époque. Il existe des documentaires et des livres sur ce sujet, alors pourquoi n'en avez-vous sans doute jamais entendu parler ? En réalité, rien ne prouve que cela se soit vraiment passé. Pourtant, je n'ai pas inventé cette histoire. Il y a de nombreuses discussions à ce sujet en ligne, avec de nombreuses bonnes personnes affirmant se souvenir en avoir entendu parler à l'époque. Alors pourquoi n'y a-t-il aucun article de presse ou aucun rapport crédible à ce sujet ? Selon la théorie la plus répandue parmi les convaincus, il y aurait eu dissimulation.
Les détails exacts varient, mais l'idée principale est qu'il s'agirait d'un assassinat commandité par le gouvernement qui aurait mal tourné. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement voudrait tuer des enfants d'école, ni comment cela aurait mal tourné. On dit qu'autrefois, des articles sur l'incident ont paru dans les journaux locaux, et ils ont été rapidement retirés, toute preuve de l'incident ayant été effacée des archives publiques et d'Internet. J'ai même trouvé un commentaire suggérant que les personnes qui en ont été témoins ont soit été payées, soit réduites au silence d'une autre manière pour que la vérité ne sorte jamais. C'est une histoire vraiment fascinante, mais plus on creuse, plus on trouve d'incohérences. Les détails de l'incident varient énormément selon les récits. Certains disent que cela s'est passé dans le Dakota du Nord ou du Sud, d'autres parlent du Nebraska ou d'un autre endroit. Certains évoquent 17 victimes, d'autres 24. On manque aussi clairement d'informations sur l'auteur présumé. Était-ce un élève, un professeur ou un fou au hasard ? Nul ne sait et nul ne s'en préoccupe. Aucun des noms des victimes n'a jamais été mentionné, pas plus que le nom de l'école. Personne parmi ceux qui fréquentaient l'école, et plus précisément, personne parmi ceux qui ont réellement été témoins de l'incident, ne s'est exprimé à ce sujet. Ce sont toujours simplement des personnes qui ont un vague souvenir d'en avoir entendu parler il y a des années ou d'avoir lu un article à ce sujet à l'époque. Si c'était une sorte de complot impliquant un assassinat commandité par le gouvernement, il est logique que beaucoup de gens ne veuillent pas en parler. Surtout s'ils ont vu l'assassinat de leurs camarades et craignaient d'être les prochains. Mais après toutes ces années, peut-on encore y croire ? Pas une seule personne n'a d'informations crédibles à ce sujet, si cela s'est réellement produit. Il est si vrai qu'il existe des captures d'écran provenant apparemment d'une cassette vidéo home system censée contenir des images de l'incident, mais ces images ne résistent pas vraiment à l'examen. L'une montre le match de volley-ball avant l'incident, 3 montrent du sang éclaboussé sur le sol, une autre montre peut-être 5 corps sans vie, et la dernière présente ce qui semble être des sacs mortuaires. Elle reste assez floue, surtout celle des corps. Les photos avec du sang pourraient aisément avoir été retouchées. Il est également important de noter que la vidéo home system était plus ou moins obsolète en 2006. Au moment de l'incident, tous les grands studios de cinéma avaient cessé de sortir de nouveaux films en vidéo home system et la plupart des gens utilisaient des digital versatile discs pour leurs films à la maison. Pourquoi certains disent-ils en avoir déjà entendu parler ? Cela pourrait être un exemple de l'effet Mandela qui, à mon avis, s'explique généralement par de faux souvenirs. De nombreuses études ont montré qu'il est facile de créer de faux souvenirs. Et ils peuvent être tellement convaincants que même lorsqu'une personne est confrontée à des preuves logiques que quelque chose ne s'est jamais produit, elle peut continuer à y croire. Lire le témoignage d'une personne en ligne peut pousser d'autres à croire à tort qu'elle s'en souvienne aussi. Je soupçonne que tout cela, cet angle pourrait, consciemment ou non, motiver encore plus le cerveau à fabriquer des souvenirs. Fait intéressant, un autre incident s'est produit le même jour que le prétendu incident de volley-ball, ce qui pourrait en expliquer une partie. Il est connu sous le nom de la prise d'otage du lycée Platte Canyon en 2006 et impliquait un homme de 53 ans nommé Dwayne Roger Morrison qui a pris en otage 7 étudiantes, les a agressées et en a tué une par balle. Puis il s'est suicidé. Heureusement, les autres élèves ont été libérés ou se sont échappés indemnes. Bien sûr, ces deux histoires diffèrent un peu. La prise d'otage a eu lieu dans le Colorado, pas dans le Nebraska, ni dans le Dakota du Nord ou du Sud. Comme pour l'incident de volley-ball, il y a eu beaucoup moins de victimes, avec seulement 2 morts, y compris l'auteur, contre jusqu'à 24 lors de l'incident de volley-ball. Cela s'est également produit dans une salle de classe normale, pas dans un gymnase pendant un match de volley-ball, et la prise d'otage impliquait SA. Le fait que cela soit arrivé le même jour est significatif. Je me demande si beaucoup de ceux qui disent se souvenir de l'incident de volley-ball n'ont pas en fait entendu parler de la prise d'otage, mais en ont oublié la plupart des détails. Des années plus tard, en entendant une description vague de l'incident de volley-ball, ils ont sans doute cru qu'il s'agissait du même événement et ont complété leur mémoire avec de nouveaux détails. La question reste tout de même de savoir d'où proviennent ces images. Une utilisatrice de Reddit a identifié le gymnase de la première image comme celui du lycée Utica, Michigan.
J'ai trouvé une vidéo de ce gymnase qui a été publiée sur une page Facebook pour les Pom-Pom Girls de cette école en 2017, dans laquelle le gymnase ressemble exactement à ce que l'on voit sur la photo, censée dater de 2006. Ce serait un peu étrange qu'il n'y ait eu aucun changement de décoration en 11 ans. Ce qui est intéressant cependant, c'est que 2017 semble aussi être l'année où cet incident a été mentionné en ligne pour la première fois. Je me demande si quelqu'un a inventé ce canular à ce moment-là. Il peut s'agir d'un élève de l'école modifiant ses photos de la salle de sport ou utilisant des images trouvées en ligne. À peu près à cette époque, Scare Théâtre a d'ailleurs publié une vidéo entière sur cet incident il y a quelques mois. Et dedans, il montre que l'une des photos de sang éclaboussées sur le sol présente des signes de retouche. Cette vidéo fait un assez bon travail pour démystifier cela comme étant un canular, donc je vous recommande d'y jeter un œil. À ce stade, je pense qu'il est sûr de dire que l'incident de volleyball de 2006 n'est rien de plus qu'un canular qui a probablement commencé en 2017. Je ne pense pas forcément que toutes les personnes qui disent s'en souvenir mentent cependant. Comme mentionné, les faux souvenirs sont un phénomène puissant. Et étant donné qu'il y a eu un événement assez similaire exactement le même jour, il est tout à fait possible qu'ils le confondent avec celui-là. J'aimerais beaucoup connaître vos avis et théories dans les commentaires, ainsi que les autres mystères d'Internet que vous aimeriez que j'aborde à l'avenir. Si la vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous. Un immense merci à mes membres Ko-fi et aux membres de la chaîne dont les noms s'affichent à l'écran en ce moment. J'apprécie vraiment votre soutien. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo.